une partie du continent asiatique est située dans des régions tropicales. C'est pourquoi les metteurs en scène, lorsqu'ils s'arment de leur caméra, font de cette sensation de moiteur, d'humidité, de chaleur étouffante, un compagnon de route. Quand les frères Pang filment Bangkok, dans Bangkok Dangerous et One Take Only, on ressent la haute température ambiante et on discerne presque l'humidité sur la peau des personnages. Il ne s'agit pourtant que de films d'action, où l'intérêt est censé résider ailleurs, dans le scénario ou la dynamique des fusillades. La sensation tropicale, comme compagnon de route, réside aussi dans les décors, la végétation. On voit bien des palmiers luxuriants dans le Jakarta de The Raid 2. Ce sont là des films de genre, mais les films d'auteur ne sont pas en reste. Tran Anung a beau filmer en studio à Paris l'odeur de la papaye verte, la tropicalité se distingue dans la colorimétrie verdâtre-ocre de ses images, élément qu'il reprend en décor réel dans les deux autres volets de sa trilogie vietnamienne, Cyclo et À la verticale de l'été, comme pour replacer le lieu, le Vietnam donc, son environnement et la sensation de son air, au centre de l'attention. La tropicalité comme compagnon de route du cinéaste serait un premier niveau d'appréciation. Le second niveau, lui, fait de la tropicalité un élément prégnant, un quasi-sujet du film. Les bidonvilles d'Insiang ou le Mani de Lino Brocka montrent des individus habillés court, même la nuit, comme dans un environnement estival permanent. C'est aussi le cas de Ploy, où les ventilateurs de l'hôtel tournent à plein régime et parviennent à rythmer la psyché des protagonistes et donc du spectateur. Briente Mendoza fait du bidonville de Slingshot, de par son humidité extrême, un monument d'insalubrité et engage fortement un propos politique par cela. Le troisième niveau, quant à lui, relève de la pure obsession d'une atmosphère au cinéma. Le film étendard de ce palier ultime est Tropical Malady, d'Apichatpong Weerasethakul. Avec la seconde moitié du film, où le personnage du militaire pénètre dans la forêt pour retrouver son amant possédé, apparaît le mysticisme, et par la même occasion, la tropicalité devient le moteur du film. La maladie, les insectes parasites, la moiteur, tout est palpable, et ce n'est pas pour rien que le film s'intitule ainsi. La tropicalité est un élément central dans les cinémas d'Asie du Sud-Est. Il n'est toutefois pas exclusif à cette zone. La Chine est un grand pays, et si on peut observer des ambiances hivernales pour les actions se situant dans le nord du pays, tout le sud se rapproche de cette sensation tropicale. Tsai Ming-liang en a même fait le sujet de la saveur de la pastèque à Taïwan. Même au Japon, pour les intrigues se situant à Okinawa, la tropicalité pointe le bout de son nez. La sensation tropicale est un glissement vers l'onirisme dans le cinéma d'Asie. Les gros plans sur la transpiration, la lumière presque floue ou en surbrillance, et la lenteur du montage traduisent un changement d'état. L'humidité, qui alourdit les corps, provoque une sorte de langueur. Ce que l'on transpire, c'est surtout le désir et le fantasme, dans ce qu'ils ont de plus cru, qui apparaît à travers les représentations tropicales. Le tropisme n'est plus extérieur, mais coule doucement dans l'intériorité des personnages. Cet état second que provoque la sensation tropicale peut nous emmener à des visions oniriques d'abord par la fatigue. Dans Cemetery of Splendor, ou Blissfully Yours de Apichatpong Weerasethakul, ou dans Nymph de Penek Ranaturang, la fatigue que provoque le climat tropical entraîne les œuvres dans un flirt constant entre le rêve et la réalité. Comme si un virus s'emparait des images, et que l'on ne pouvait plus faire la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas. Apichatpong Weerasethakul creuse l'idée, au point de ne pas montrer les éléments que disent voir les personnages, ou dans le même mouvement, de montrer des choses invisibles à l'œil nu, comme l'amibe dans le ciel dans Cemetery of Splendor. Le cinéaste tient à nous faire sentir la langueur propre à cet état à travers ses longs plans séquences ou des plans abstraits qui évoquent l'absence de regard précis. Comme si on était perdu dans nos pensées. Dans Ploy, de Penek Ranaturang, le travail sur le son nous pousse doucement dans la fatigue. Il y a une dimension auto-hypnotisante avec laquelle le cinéaste joue. Ce n'est pas un hasard si les deux cinéastes sont thaïlandais, pays qui oscille entre la liberté et l'autoritarisme, comme si la dualité du régime pesait comme le climat sur les corps qui habitent le pays. Dans une tribune sur e-philosophie, le philosophe spécialisé sur la fatigue, Eric Fia, dit ceci. « D'abord plus morales que physiques, nos fatigues sont celles d'hommes qui peinent à comprendre le monde dans lequel ils vivent, où tout s'accélère, et où la sensibilité est l'objet de sollicitations permanentes, sans possibilité de trouver un lieu de repos ou calmement s'approfondir. Pareille mauvaise fatigue ne mérite pas qu'on les chante, mais dénonce. Faut-il le faire à la mère de Lafargue, le gendre de Marx, qui réclamait un droit à la paresse ? Peut-être pas. La paresse fatigue par anticipation, ou anticipation de la fatigue, est façon de laisser les autres porter le poids du monde. Le paresseux se prélasse dans le monde, se love dans l'être,
gardant égoïstement pour lui l'eau de vie qui le traverse. Les sensations tropicales mettent en évidence la politique qui habite la fatigue dans nos sociétés. C'est une rébellion poétique contre l'ordre du monde, voire l'ordre du cinéma ou de la vie elle-même. Les traces tropicales sont également des métaphores de la physiologie du désir. Dans le cinéma hongkongais, notamment chez Wong Kar-wai dans Happy Together ou Chungking Express, voire dans Dog by Dog de Tsui Chang. Les corps constamment en sueur et la photographie qui contraste des nuances de bleu et jaune expriment la ferveur qui est au cœur des œuvres. Chez Wong Kar-wai, c'est bien sûr le désir sexuel à travers ses romances intimes et viscérales. Le climat tropical permet justement au corps d'être exposé avec peu de vêtements. La caméra à l'épaule accentue les mouvements et mime le regard amoureux. Le désir est donc exacerbé. Lui aussi est exposé. La sueur sert de symbole pour évoquer les fluides sexuels et donne un caractère organique à ces visions de l'amour. L'autre face de la puissance de l'éros, Thanatos, trouve également sa place dans la mise en scène tropicale. Dans Dog by Dog, les personnages sont poussés par la vengeance et la pulsion de mort. Les corps sont soumis aux mêmes symptômes que ceux du désir sexuel. La variation se fait dans la violence du contact de ces corps. La volonté de destruction se substitue à la fusion. Cela est exprimé jusque dans la dernière partie, où les personnages laissent leurs armes pour s'affronter au corps à corps. Le climat tropical permet une sublimation de l'érotisme au cinéma. Et comme le dit Georges Bataille, de l'érotisme, il est possible de dire qu'il est l'approbation de la vie jusque dans la mort. Il existe tout de même des images qui ne sont ni celles de la vie, ni celles de la mort. Il y a une chose que permet la sensation tropicale à travers l'extrême fatigue ou l'extrême érotisme. C'est l'hallucination. L'expérience de l'humidité et de la chaleur peut parfois donner naissance à des visions sans objet, de pures expériences sensibles qui nous autorisent à douter de l'existence même de la réalité. L'hallucination, par sa nature audiovisuelle, est donc la manifestation parfaite de l'immersion tropicale, des sensations tropicales au cinéma. Dans les récents Un long voyage vers la nuit de Bigan, ou dans les étendues imaginaires de Suyo Yeo, les expériences hallucinatoires sont à l'origine de la démarche esthétique des deux œuvres. Nous ne pouvons dissocier ce qui relève de la création de l'esprit ou ce qui relève du monde physique. Chez Bigan, c'est le regret qui s'exprime dans les traces tropicales, comme la buée qui s'évapore à l'instar des souvenirs. Dans les étendues imaginaires, c'est l'aliénation qui exprime la chaleur et la fatigue tropicale. Dans des hallucinations hypnagogiques, Alfred Maury dit cela. L'image fantastique brille alors un temps infiniment court devant la vue qui se rétablit, mais elle ne disparaît aussitôt pour ne plus revenir que si les paupières s'abaissent de nouveau. Ce phénomène de persistance se passe aussi parfois, quand on s'éveille au milieu d'un rêve qui nous a vivement impressionnés. On voit alors, durant une seconde, moins peut-être, l'image qui vous frappait dans le songe. Il est, au reste, vrai de dire que bien couverts, les yeux ne perçoivent point, encore distinctement les objets, qu'ils ne sont qu'écarquillés. Et c'est au moment où la vision cesse d'être confuse que l'image s'envole. Les images, qui s'offrent aux yeux dans l'état intermédiaire entre la veille et le sommeil, sont de nature plus variée. Les couleurs sont généralement assez vives, mais dans les objets non fantastiques, elles sont celles qui conviennent à ces objets, qui leur appartiennent. Parfois, ces figures sont immobiles, parfois elles se meuvent. Ainsi, les têtes d'hommes sont fréquemment grimaçantes, elles font des signes en sens divers, quelles qu'elles soient, et ne s'offrent aux yeux qu'un temps très court, et disparaissent avec la plus grande rapidité. Elles ne font guère que passer devant le regard. La plupart des portraits que j'ai vus m'ont semblé être purement de fantaisie, mais quelques-uns m'ont offert distinctement les traits de parents, d'amis, de personnes de connaissance ou de gens que j'avais rencontrés. Ainsi, j'ai vu plusieurs fois, et récemment encore, la figure de mon père que j'ai eu le malheur de perdre il y a 16 ans. Ces traits s'offraient alors à mon œil intense, avec une vivacité que mon souvenir ne pourrait jamais leur rendre. Il y a donc une poétique de l'hallucination, et elle se traduit concrètement par les choix de mise en scène des cinéastes. Dans l'œuvre de Bigan, l'hallucination est sublimée dans son plan séquence en 3D, qui résonne avec les mots de Maury. Pour les étendues imaginaires, la séquence de rêve virtuel nous confronte à l'hallucination infectieuse qui touche chacun des personnages. Mais c'est l'ensemble du film qui fonctionne comme une hallucination,
où le corps manquant serait cette image fugace qui déstabilise petit à petit le réel. La tropicalité comme hallucination permet l'expérimentation formelle et libère les cinéastes des contraintes de la vraisemblance. Comme une licence poétique, elle reconfigure les possibilités des œuvres de cinéma. Il n'est donc pas étonnant que l'une des plus belles hallucinations soit dans l'œuvre qui a marqué le cinéma d'action mondial, The Raid de Berandal. Pour marquer l'ultime affrontement des deux personnages charismatiques de son univers, Gareth Evans nous offre une scène touchée par l'ivresse et la grâce, un paysage halluciné de la neige dans les rues de Jakarta. À travers ces différentes modalités d'existence cinématographique, la tropicalité travaille le cinéma d'Asie. Elle permet de réinvestir des genres, voire d'élargir la grammaire des cinéastes qui l'utilisent. Elle met la sensation et le corps au cœur des visions comme un indicateur viscéral de l'organicité propre au cinéma. En nous confrontant à l'envoûtement inévitable de nos corps puis de nos esprits, la tropicalité nous rappelle constamment notre profonde et trouble humanité.